Mon intention était surtout de lire d'un peu près le cas Paramore. Et c'est d'ailleurs ce que je crois avoir fait. Il n'en reste pas moins que quelque chose m'est apparu qui n'était pas prévu au programme de mon intervention aujourd'hui. Je me suis rendu compte que la présentation que fait Pierre-Henri de ce cas suppose un certain nombre de préalables. Et donc, je me suis dit que il était important de vous dire quels sont ces préalables, quel est mon avis sur ces préalables, de façon aussi à voir comment ils interviennent sur l'accueil qui a été réservé à Paramore. Voilà un peu mon projet dans cette intervention. Alors, je voudrais quand même commencer par deux remarques sur le cas Paramore. Une, j'ai peut-être pas besoin de beaucoup la développer parce qu'il en a déjà été beaucoup question ce matin. Mais enfin, il n'en reste pas moins que je dois saluer comme un événement important le fait que la culpabilité soit sinon complètement laissée de côté, enfin quand même elle est largement repoussée et que ce soit la honte qui vienne au premier plan des soucis. Ça me paraît quelque chose d'absolument essentiel pour la psychanalyse. Pierre-Henri a une formule que je trouve parfaite. Je le cite: la honte défléchit le mal, avec majuscule donc. La honte défléchit le mal sous d'autres lois que la culpabilité. Si vous lisez ou relisez La honte de Shame de Salman Rushdie, vous pourrez vous rappeler que, en effet, des sociétés entières fonctionnent comme l'Inde, 4 fois millénaire, fonctionnent bien plus au régime de la honte qu'à celui de la culpabilité. Je cite l'Inde parce que, voilà, à cause de Rushdie, mais c'est évidemment, et puis parce que son roman se passe en Inde, mais c'est évidemment le cas d'autres sociétés. Donc je crois qu'il y a eu quelque chose qui s'est tordu dans la psychanalyse, dans la mesure où on s'est mis à parler essentiellement de culpabilité en laissant, sans trop s'intéresser à la honte. Pierre-Henri nous propose de déplacer le problème. Je crois que c'est parfaitement fondé. Alors, il n'en reste pas moins qu'il y a là un certain paradoxe que je vais vous dire tout de suite. Car tandis que je crois l'analyse possible que maintenue soigneusement séparée de l'anthropologie, tandis que Pierre-Henri, avec d'autres, notamment Marcel Gaucher, Eric Santner aux États-Unis, tient une position aux antipodes de celle-là, voici que Pierre-Henri situe la honte chez Paramore comme, je cite, un gouffre obscur où, ajoute-t-il, je cite encore, il n'y avait à la limite ni autre, avec un grand A, ni objet, ni jeu, même cruel, ni érotisation. N'est-ce pas exactement l'inverse que l'on pourrait attendre de quelqu'un qui plaide en faveur d'une anthropologisation de la psychanalyse? Que Paramore ressente sa honte comme affreusement solitaire, je cite, n'implique nullement que l'on doive lui emboîter le pas. Sa solitude est alors d'autant plus intense que justement elle implique autrui dans une expérience érotique, s'il en est, et qui met en jeu, puisque Pierre-Henri parlait de jeu, un objet, à savoir un objet petit a, à savoir ce que Lacan a dit un objet petit a, en l'occurrence le regard. On retrouve d'ailleurs l'incidence du regard dans un rêve dont Pierre-Henri nous fait part fort courageusement. Il y a un paradoxe en effet, car son souci anthropologique aurait dû l'inciter à situer l'expérience de la honte comme je viens trop brièvement de le faire. Or, c'est moi qui le fais. Il s'ensuit une question que ce mini-débat met au jour et que je vous soumets. Se pourrait-il que lier l'analyse à l'anthropologie ait pour effet de psychologiser l'analyse,
comme il se voit ici au fait que Pierre-Henri prend pour argent comptant la solitude de Paramore, habitée par la honte. Deuxième remarque que la publication de ce cas appelle de ma part, elle vient, cette remarque, du fait que je suis en quelque sorte impliqué dans cette présentation à un endroit assez précis, puisque, et d'une manière curieuse, puisque sans me nommer, Pierre-Henri m'y cite en me désignant comme un collègue éminent. Alors le Robert dit élevé, qui est remarquable, supérieur aux autres. L'adjectif vient du latin eminens, participe présent de eminere, faire saillie. Saillie. Le propos qu'à ce titre il me prête, faisant l'objet d'un malentendu, me voici tenu de le discuter. Je ne lui ai sans doute pas dit que l'analyste est une tombe, que l'analyste, pardon, doit être une tombe. Je lui ai sans doute plutôt dit l'analyste est une tombe. Une tombe est un lieu où l'on va parfois parler, où l'on a quelque chose à dire, là et nulle part ailleurs. Au sens figuré, être une tombe, c'est, vous le savez, être silencieux, être capable de garder un secret. Voici ce que Lacan déclarait dans un discours aux catholiques en mars 1960. J'écoute. De ces vies que depuis près de 4 septénaires, j'écoute donc s'avouer devant moi, je ne suis rien pour peser le mérite. Et l'une des fins du silence qui constitue la règle de mon écoute est justement de taire l'amour. Je ne trahirai donc pas leurs secrets triviaux et sans pareil. Pierre-Henri fait donc un devoir moral de ce que je présentais comme un état de fait. Quand il y a de l'analyste, il n'est rien d'autre qu'une tombe. Une tombe d'où parfois surgit une parole ou un geste. Et il s'agit de bien plus que d'un souci médical, d'ailleurs, de préservation de l'anonymat d'un patient. Je préfère dire d'un analysant. Une telle préservation est d'ailleurs intenable en psychanalyse. L'immense majorité, pour ne pas dire tous les cas de Freud, ont été identifiés. Et l'aimée de Lacan, elle aussi, ce qui m'a permis de lire un certain nombre de traits où Lacan, en voulant préserver l'anonymat, en fait, il mettait du sien. Par exemple, il écrit le nom de l'amie nobiliaire qui était, à un moment donné, compagne de travail et amie de Marguerite Anzieux. Il écrit C, D-E, L-A et la lettre N. Évidemment, personne n'avait lu C de la N. Et puis évidemment, il y a le nom même d'Aimé qui est énorme. Avoir dénommé Marguerite Anzieux Aimé est un geste. Il a fallu quand même des dizaines d'années pour que on commence à voir qu'il y avait là un problème et quel était le problème. Voilà, comme pour Freud, ça passe, l'homo rat, l'homo loup, le petit Hans, etc. On n'y voit que du feu, on fait circuler ces dénominations sans se poser de questions, jusqu'à ce que, effectivement, un beau jour, un quidam dise « Ah, mais vous savez, l'homo rat, c'est un tel, l'homo loup, c'est un tel, etc. » Et il y a des choses qui, à ce moment-là, surgissent. Donc, oui, comme l'homo rat, comme l'homo loup, comme tout ce que vous voudrez des noms que Freud a mis en circulation, Paramore est bien une totémisation. Si vous avez lu le cas, vous vous souviendrez de la crainte qu'il habitait concernant justement la totémisation. Pierre-Henri peut-il dénommer, lui, sans assigner, alors que personne ne l'a jamais pu? D'autant que l'on se demande, en lisant Simon, page 502, si tel n'est pas le prénom de Paramore qui se serait glissé subrepticement sous ta plume.
Si cela devait être confirmé, s'il s'agit bien de Simon, d'un certain Simon, on serait en présence d'une sorte de retour du refoulé, et donc d'un témoignage clair de ce que Pierre-Henri se trouve heureusement en difficulté à l'endroit d'avoir dénommé on ne sait qui, Paramore. Mon objection à la publication du cas Paramore n'était pas éthique, et je n'ai certes pas prévenu son auteur en épinglant son geste à venir comme une transgression, comme il l'écrit. On chercherait en vain ce terme dans tout ce que j'ai écrit, sauf à rappeler la remarque de Lacan à propos de ce terme, et une remarque dont on peut penser qu'elle explique en partie son silence à l'endroit de bataille. Je cite la remarque: on ne transgresse jamais rien, on enfonce des portes ouvertes. Cette remarque venait en réponse à une revue de psychiatres psychanalystes dont un numéro s'est penché sur la perversion et la transgression. Il n'y a pas plus de perversion, ce concept fourre-tout, qu'il n'y a de transgression. Passons. De quoi s'agit-il donc lorsqu'un psychanalyste fait état d'un cas de son exercice, que ce soit en 3 mots ou en 100 pages? Le problème n'est pas éthique, le problème est technique. Cette publication est une intervention dans l'analyse, ce dans voulant dire que cette analyse a encore cours, quoique l'un ou l'autre des deux partenaires ait pu agir ou penser. Or, en intervenant ainsi, le psychanalyste ne sait pas ce qu'il fait, notamment en mettant un certain et indéterminé public dans le coup de cette analyse et en retirant, lui, un certain bénéfice de ce passage au public. Si quelqu'un ici même devait douter ou seulement relativiser ma remarque selon laquelle l'analyse est encore en cours, quand bien même l'analysant ne fréquente plus le consultoire de l'analyste, je lui rappellerai ces cas qui sont, il y en a quelques-uns en tout cas, où après la prétendue fin de l'analyse, les gens ont l'analyste et l'analysant ou l'analysante, etc., ont une relation, une liaison, des relations érotiques. Il est difficilement pensable que la possibilité de cette liaison n'était pas déjà contenue, voilà, dans les deux sens du terme, contenu dans cette analyse. Et vous savez peut-être que le droit, à cet endroit-là, tranche, puisque le droit vous dit si au bout de tant d'années, la liaison démarre, alors là, c'est plus une faute professionnelle. Si c'est 8 jours après, c'est une faute professionnelle, mais si c'est, je ne sais pas combien de temps après, c'est plus une faute professionnelle, évidemment, on rigole. En bouclant sa discussion donc du psychanalyste tombe, Pierre-Henri écrit ceci: renoncer à tout exposé de cas serait en somme avouer que qu'on n'est pas si sûr qu'une cure a quelquefois une fin en tant que cure. Vous voyez les mots avouer, cure. C'est à l'envers que je situe le problème, lui renvoyant ainsi son propre message sous une forme inversée. Lorsqu'un cas est publié par un analyste, on peut être sûr que cette analyse, je ne dis pas cette cure, que cette analyse n'a pas été menée jusqu'à sa fin. Ce qui se trouve ici, d'ailleurs, tout à fait confirmé. Son analyse n'aura pas permis à Paramore de se débarrasser de cette petite boîte en fer qui contenait une esquille d'eau, dont ne sait qui, certes, claire réalisation, cette petite boîte avec son petit morceau d'os, claire réalisation miniature d'un cercueil en attente de sa tombe. Cette tombe non encore creusée n'aura donc jamais été localisée au lieu de son analyste. Il l'a maintenue chez lui, Paramore, comme aujourd'hui d'aucuns gardent chez eux les cendres de leurs défunts, transformant ainsi ce chez-soi en un cimetière, comme Philippe Ariès, il y a déjà longtemps, l'avait noté. Si la déclaration de Lacan que je rappelais sur le silence de l'analyste
précède de cette année sa proposition de 1967 sur le psychanalyste de l'école, elle vaut aussi comme la condition de sa mise en œuvre. Le terre de l'analyste, et ce sans quoi l'analysant ne saurait témoigner de sa fin de partie, cela dans un dispositif affine à cette fin de partie. L'analyste laisse à l'analysant le soin de parler de son analyse si quelque chose l'y pousse en ce moment de clôture. Il l'en empêcherait s'il s'en chargeait lui-même et auprès d'un public non pas soigneusement constitué, comme c'est le cas dans la proposition de Lacan, mais d'un public dont il ne sait rien, sinon qu'il ne se réduit pas aux seuls collègues. Ce point concerne l'école analytique et me conduit maintenant à vous faire part de ce que j'annonçais d'emblée, à savoir les décisions prises par Pierre-Henry en amont de sa publication du cas Paramore. Appartenir à une école. Il y a un quatrième de couverture dans un livre où le type crache sur les écoles de manière assez incroyable et sans doute avec beaucoup de manque d'intelligence et de culture, mais je passe. J'aurais pu prendre ce quatrième et vous le lire. Vous auriez vu à quel point l'école, à quel point on crache sur l'école dans certains milieux analytiques. Appartenir à une école, donc non pas un groupe, une association, un cercle, un espace ou quoi que ce soit de cette farine, et faire sien un certain combat que d'autres mènent aussi, que l'on songe par exemple aux dizaines d'années qu'il a fallu pour imposer Newton en France. Cela implique une certaine lecture de l'histoire, s'engager de cette façon-là, et un certain positionnement dans cette histoire. Il s'ensuit aussi une manière spécifique d'exercer la psychanalyse. L'école lacanienne, donc, dont je suis membre, a été fondée dans la visée explicite de développer, de prolonger, mais aussi de problématiser ce qu'a entrepris Lacan, à savoir une transformation, le mot de Pierre-Henry, j'y agrée tout à fait, une transformation de l'analyse freudienne qui prennent appui sur le ternaire symbolique imaginaire réel, inventé en 1953 et jamais lâché depuis par Lacan. Cela repose sur une lecture de l'histoire de la psychanalyse, selon laquelle le rapport de Lacan à Freud n'est pas un rapport parmi d'autres envisageables, disons celui de Mélanie Klein à Freud, pour ne citer qu'elle. Il y a là une élection, un choix. Mais je préfère le mot élection qui est plus fort. Il a là l'élection d'un parmi d'autres, avec pourquoi pas sa part d'arbitraire et de négligence d'autres apports. S'il est un analyste éminent après Freud, ce n'est certes pas moi, c'est Lacan, une place que lui a d'ailleurs reconnue Michel Foucault, que ce soit d'abord avec sa théorie de la discursivité et ensuite avec ses déclarations faites au moment du décès de Lacan. Pierre-Henry, lui, n'agrée pas à cette élection, ce qui est parfaitement envisageable. Il n'est d'ailleurs en cela pas le seul, loin s'en faut. Selon lui, Lacan est un parmi d'autres, Bion notamment. Et on peut reconnaître là, détestation de Lacan en moins, certes, clairement, la position déjà tenue par Didier Anzieux, qui, disait-il, s'en remettait à tel ou tel ténor de l'analyse selon les besoins de telle ou telle analyse. Cela revient à s'accorder une liberté qu'un membre d'une école se refuse d'exercer. Cette liberté, cependant, a un prix, différent de celui que paye le membre d'une école. Soit donc l'usage que fait Pierre-Henry du concept de grand autre, dans sa présentation donc du cas Paramore. Il passe outre la reconnaissance par Lacan, il est vrai quelque peu tardive, de l'inexistence de cet autre. N'en ayant pas pris acte, Pierre-Henry peut sans sourciller convoquer, je cite, un autre maternel qu'il pense existant, en le disant par exemple, je cite, n'avoir jamais desserré sur Paramore son étreinte primordiale. Il en va de même lorsque le concept de grand autre est convoqué pour expliquer le surgissement de l'angoisse.
L'autre, selon Pierre-Henry, il manquerait à l'appel. C'est bien différemment que Lacan situait l'angoisse en la liant à un autre d'autant plus présent que son trou était en quelque sorte bouché par un certain objet, dit objet petit a. Loin d'être lié à une existence séparée, comme l'écrit Pierre-Henry, l'angoisse signe le défaut d'une séparation, ou plus exactement, de ce que Lacan a appelé une sépartition. C'est un trait clinique absolument décisif pour expliquer ce qui se passe quand il y a séparation. Il n'y a pas simplement l'enfant qui se sépare de la naissance au moment, qui se sépare de la mère au moment de la naissance. Il y a un objet qui choisit, qui sont les caducs, n'est-ce pas? Donc c'est une affaire qui se joue aussi avec un objet, pas simplement entre deux individus. Il serait possible donc de lister toutes les fois où il est question de l'autre dans cette présentation de cas et d'y relever autant de malentendus, tels les deux que ceux que je viens d'évoquer. Autre exemple, lorsque Pierre-Henry écrit « L'autre qui échoue à rassurer », c'est donner une consistance à l'autre qui n'est pas chez Lacan, ou en tout cas qui a été un moment chez Lacan, mais qui n'a plus été par la suite. L'existence de l'autre ne pouvait être localisée au consultoire de Pierre-Henry pour une raison simple à énoncer. Le docteur A, qui lui a adressé ce patient, reste actif tout au long de cette analyse et récupère le patient en fin de partie. N'était-ce pas au lieu du cabinet du docteur A, n'était-ce pas là qu'était situé pour Paramore l'autre inexistant? Je n'ai aucun moyen, évidemment, de le confirmer, seulement celui de poser la question. Docteur A, hein, docteur grand autre. Mais surtout, on a affaire à une configuration des plus classiques depuis Pinel et son infirmier, et qui n'a cessé de se répéter tout au long de l'histoire de la psychiatrie, comme l'a montré Jacques Postel. L'infirmier ou le psychologue double le médecin. Ils vont par deux. S'il y a une UMP qui n'est pas en crise, c'est celle-là, l'union médico-psychologique. Et donc ce deux reste très curieusement maintenu, puisque alors que Paramore ne se rend plus chez Pierre-Henry, eh bien, le docteur A est toujours là, mais aussi il survient à ce moment-là un religieux. Donc il y a quelque chose comme une constante, un dispositif qui a fonctionné tout au long de cette affaire, et qui, je crois, par le fait que jamais Paramore n'a tout misé, au lieu de ça, enfin tout misé, évidemment, tout est entre guillemets, jamais Paramore n'a misé à fond sur son analyste. Et comme ça, en ayant une politique prudente, en mettant ses œufs dans ses yeux, j'allais dire, ses œufs dans plusieurs paniers, ben, il se garantissait sur ce point précisément qu'aucun lieu ne pouvait, en quelque sorte, être le lieu où un autre, grand autre, n'existerait pas. C'est pour autant que Pierre-Henry conçoit l'autre comme existant qu'il peut concevoir que peut aussi exister une sorte, je cite, d'appareillage mutuel des appareils psychiques de l'analysant et de l'analyste, que puisse avoir lieu ces, je cite, moments émotionnels partagés qui serviraient au progrès de la cure, que l'acte de parole soit, je cite, en quête d'un interlocuteur essentiellement affecté, ou encore qu'existe quelque chose comme un être ensemble primaire. Faut-il vous préciser que je n'imagine personne muni d'un appareil psychique, que jamais dans mon analyse, je n'ai eu affaire à une émotion que j'aurais suscitée chez Lacan au point que je m'en serais rendu compte, que jamais personne n'est ensemble avec une autre personne, que l'on décède seul, que l'on est bien seul dans le deuil, d'une solitude
que je dirais primaire si ce n'était ma grande méfiance concernant la distinction du primaire et du secondaire. Ceci dit, point important, ces remarques ne sont pas pour autant des objections. Elles le seraient si Pierre-Henry était résolument engagé du côté de Lacan, s'il misait sur Lacan au point d'y perdre une part de sa liberté. Il pioche dans Lacan ce qui lui convient de Lacan, et pourquoi pas? Lacan peut bien, comme Foucault, être une boîte à outils. Vous saisirez la raison de sa position si je vous fais part maintenant de quelque chose qu'il m'est arrivé de lui dire en privé et qui était une boutade, ce qui évidemment n'exclut pas le sérieux. Je lui disais, tu es en train de fonder une école de psychanalyse, ce que je crois confirmer par les 2 derniers pavés qu'il nous a fait parvenir. C'est là une pente qui immanquablement se présente dès lors qu'un psychanalyste, tel Pierre-Henry, fait œuvre de façon soutenue. Ce qu'il tricote bouquin après bouquin témoigne de ce que Lacan a fini par reconnaître, à savoir que la psychanalyse était intransmissible, que chacun se devait de la réinventer. À cela, évidemment, par l'école. Tandis que, faute d'école, il ne reste plus en effet qu'à en créer une, fût-ce sans trop le vouloir, voire malgré soi. Une école se fonde sur un point de doctrine. Il est parfaitement clair chez Pierre-Henry et la publication du cas par mort le met en valeur. Cet analysant y est accueilli en tant que représentant d'une problématique non pas seulement psychanalytique, mais anthropologique. La question alors se pose de savoir si un analysant représente, si un analysant peut être une représentation. Mon avis importe peu en cette affaire, même s'il diverge de celui qui nous est proposé, en ce sens que l'analysant m'apparaît plutôt quelqu'un en rupture de banc avec l'ordre social régnant. Voilà, Pierre-Henry écrit « Paramore nous reconduit à ce point source que j'ai tenté de cerner tant dans la cure princeps de Heur que dans celle de l'Homora, là où les embarras de l'agir, vous avez entendu ça tout à l'heure, ne sont pas des accidents contingents de la vie psychique, mais des enjeux constitutifs de la condition individuelle. Paramore serait ainsi au final un individu, un indivis, un non divisé. Cela est cohérent avec son statut d'exemple admirable. Je cite, c'est un propos de Pierre-Henry. Exemple admirable ou encore de représentant de l'individu en Occident, dont l'autocontrainte serait devenue l'autonomie elle-même. Ainsi se conforteraient l'une l'autre, psychanalyse et anthropologie. Sautent ici les autocontraintes de ce que Lacan a dénommé champ freudien. Ses limites, la spécificité de ces questions, de ces objets, de ces contenus. Ici, de manière assez claire, je crois, l'individu écarte le sujet, en tant que le sujet est pensé par Lacan comme divisé. Pierre-Henry ouvre une brèche là où le champ freudien est bordé et tient de son bord sa fécondité heuristique. Fin 2011, j'ai, les ayant étudiés, écarté les propositions que Marcel Gauchet adressait aux psychanalystes, faussement généreuses propositions, puis publié cette réponse. Donc voilà, je ne vais pas reprendre ce que j'ai pu dire à Gauchet à l'époque. Gauchet lui aussi associe psychanalyse et anthropologie. Je serais, mais je ne sais pas me prononcer, mais si j'avais à me prononcer, je serais plutôt d'accord avec ce que Solaire appelle la sociomanie actuelle. Et dont je vois pour ma part une version dans les tentatives d'anthropologisation de la psychanalyse. Anthropos, donc l'homme, l'humain, il me paraît bien plutôt que c'est à ce qu'on appelle l'inhumain en l'homme qu'a à faire l'analyste. L'analyse n'est pas un humanisme. Elle ne débordant pas les limites de son champ décidément freudien,
Elle peut peut-être éviter de s'engager dans des débats où elle n'a que faire. On a évoqué tout à l'heure l'affaire du mariage pour tous, hein, comme on dit, du pain pour tous. Hein. C'est pourtant cette pente d'anthropologisation qui fait glisser un certain nombre d'analystes jusqu'à formuler des avis sur le mariage pour tous. Voilà. Cette anthropologisation favorise ce que j'appellerais aujourd'hui une sociétique, une éthique sociale, qui n'est rien d'autre qu'une tentative de mise en bon ordre social des comportements. Je renvoie bien entendu aux analyses de la bioéthique de Foucault. Ceux qui s'adressent à un analyste, précisément, sont décalés par rapport à ça. Ils ne sont pas les représentants de ce qui se passe dans une société, puisque, au contraire, ils sont ceux qu'une société rejette, ce qu'elle n'admet pas. On conçoit mal que la psychanalyse puisse croiser l'anthropologie sans s'en trouver transformée. Ce à quoi d'ailleurs Pierre-Henry s'emploie de façon parfaitement explicite. Que nous apprend à ce propos la publication du cas Paramore? De quoi témoigne-t-il concernant la modification non pas seulement de la doctrine psychanalytique, mais de l'exercice analytique lui-même? Psychanalyse et anthropologie ne peuvent se croiser, voire se rencontrer que sur des énoncés qui, comme tels, font sens. Depuis ce matin, vous avez entendu des énoncés qui faisaient sens. On plonge dans un bain de sens et de changement de sens en lisant le cas Paramore. Là aussi, Pierre-Henry joue carte sur table en mentionnant l'hésitation de Paramore quant à l'écriture sans SENS ou sans SANG. Je le cite. Ces nœuds littéraux s'entretissaient inlassablement à l'arrière-plan de ces associations. Il fallait pour le suivre non seulement l'entendre, mais se figurer les graphies des mots, anticiper sur les entre guillemets, fautes possibles et, j'y arrive, dit Pierre-Henry, adosser la saisie du sens à une représentation quasi cinématographique des scènes décrites. Voilà, il s'agirait d'arriver au sens. Et à un sens qui est bien ce qu'a pu décrire Lacan, à savoir comme un recouvrement d'imaginaire et de symbolique. Cette valorisation du sens n'est pas tant le fait de Paramore que celui de son psychanalyste. On a affaire à un amoncellement, à un tumulus de sens qui finit par rendre inaudibles ces sens accumulés lorsque Pierre-Henry écrit ceci. Il avait en conséquence co-construit avec moi, un peu comme une superstructure transitoire, une sorte d'Oedipe articulée autour de l'amour-haine contre le père impuissant, à le séparer de sa mère, contre le père impuissant à le séparer de sa mère, du deuil pathologique par anticipation et de la fixation de son développement pulsionnel à une constellation sadicanale de la plus belle eau. Je ne comprends rien. Je me fous de ma gueule. Ah ben voilà, alors ben voilà, ben très très bien, voilà. Oui, 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 si, je comprends parce que quand même tu l'as pensé. Hélas. Oui, d'accord. Lisant à haute voix, Paramore se contentait de suivre la correspondance des caractères imprimés aux sons articulés, écrit Pierre-Henry. Et c'est pour le regretter. Paramore ne saisit rien de ce qu'il débitait alors. Mais c'est exactement ainsi, c'est exactement en lisant ainsi que Champollion déchiffrait les hiéroglyphes, Freud les rêves, et que Heidegger et Fink lisaient Héraclite. Je cite encore, toute correspondance entre la chose et son nom était rongée par l'acide du doute. Voilà. Comme si une telle correspondance allait de soi. C'est pas possible, là aussi, tu te moques de toi, j'imagine. Parce que, quand même, tu es philosophe, tu es averti que de telles correspondances sont, le moins qu'on puisse dire, problématiques.
Pierre-Henri note également, je cite, « une spectaculaire isolation de la lettre et du sens ». Isolation. Un lecteur quelque peu averti pense aussitôt à un mécanisme obsessionnel, alors qu'il s'agit d'un des leviers grâce auquel opère l'analyse, précisément. Revenant peu après sur l'isolation, Pierre-Henri y voit un obstacle majeur. Il écrit, pour Paramore, « Parler pour guérir était typiquement la représentation de but, Zielvorstellung, dit Freud, la plus empêchante. Or, c'est le ressort du transfert. » Je suis en total désaccord. La représentation de but de guérir n'est pas du tout le ressort du transfert. On lit 3 lignes plus loin. Parler pour parler, en revanche, parler pour ne rien dire, ou parler pour satisfaire à la demande de parler, tant qu'on voulait. Mais n'est-ce pas exactement cela, la règle d'association libre? Parler pour parler. À quoi fait obstacle, justement, le parler pour guérir? Ou le parler pour transmettre un sens? N'est-ce pas cette manière de parler qu'il y avait lieu d'accueillir dans sa pertinence, dès lors qu'elle distinguait la lettre du sens et qu'elle déliait le sens de son rapport à l'objet que sensément il indiquerait, il désignerait. On l'aperçoit ici. Cette promotion du sens conduit à prendre à l'envers, si j'ose ainsi le dire, ce à quoi l'on a affaire. Il en va de même lorsque Paramore rapporte que son père lui disait « Tu ne sais pas ce que c'est que désirer ». Paramore ou Pierre-Henri, on ne sait trop, y voit un constat amer. N'est-ce pas, amertume ou non, une parole de vérité, pas si fréquente, dans la bouche d'un père? Voilà, je crois que Derrida a parfaitement vu juste en remarquant déjà il y a longtemps que la psychanalyse n'était plus, on ne pouvait plus la dire au singulier, qu'il y a des psychanalyses. On a affaire donc à un débat entre nous deux qui est un débat entre 2 écoles de psychanalyse. Merci Jean. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Moins le mot école, qui me semble relever effectivement de la conception de la psychanalyse que tu as soutenu et que tu défends depuis de nombreuses années, parce que c'est pas tellement d'une école contre une autre, vu que mon rapport à l'école et aux écoles analytiques est effectivement assez particulier. Ce qu'il y a dans le cas Paramore, il y a deux choses que tu n'as pas jugé utile de relever. C'est la question de savoir si c'est le patient ou un patient rêvé dont je parle. Bon. C'est-à-dire sur est-ce le cas Paramore au sens où je suis en train de parler de Paramore, ou est-ce que c'est la question de savoir comment, vu ce qu'étaient mes propres les analyses successives que j'ai faites, la façon dont j'ai été formé, je pouvais accueillir, tu me fais la grâce de ceci, d'avoir accueilli cette personne en essayant d'ouvrir mes oreilles d'une manière qui... Je ne trouvais rien de ce que j'ai pu connaître par moi-même, qui puisse là m'armer pour entendre quelque chose qui me semblait assez particulier. Et donc en fait, je mets à la fin le livre, je le sépare, le cas Paramore, pour 2 raisons. D'abord, c'est à partir du cas Paramore que j'ai commencé à me demander, mais comment des choses comme ça peuvent être produites? C'est pas lui qui a inventé ça, c'est un monde qui va avec. Bon, quel monde? Et donc c'est le point de départ. C'est un monde. Oui, c'est un monde. C'est un. D'où tu tires ça? Bah, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris. C'est peut-être comme ça que je l'ai rêvé aussi. Tu écartes d'un côté justement le grand autre quand tu dis c'est un monde. Mais c'est aussi ça qui fait problème. C'est que de voir un autre écrit avec un A majuscule semble déclencher l'idée que c'est l'autre au sens de Lacan. Il y a des tas de gens qui utilisent autre avec un majuscule, de Rimbaud à Lévinas, etc.
Et justement, quand effectivement le malentendu n'existe que si la référence est à Lacan. Ben, tu parles d'autres maternelles, c'est carrément en référence au premier Lacan. Mais Par il y a des, exemple. oui, ça pourrait être aussi, Quand d'autres maternelles, ça c'est- pourrait être aussi à Fairbairn, ça pourrait être à Mélanie Klein, ça pourrait être aussi à Bion. Puisque, attendez, je vais juste lui répondre sur ce point. Le malentendu n'existe que si le dialogue est avec Lacan. S'il est avec Bion, c'est moins sûr. Or, ce qui est le pari, en quelque sorte, de ce que je fais là, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure on peut faire entendre quelque chose de l'étrangeté par rapport à la conception et à la façon dont Lacan a défendu la psychanalyse de ce que Bion propose. Voilà. Et donc, dans ce registre-là, ça l'est moins. Ça l'est moins. C'est moins choquant. Ce que j'ai essayé de faire, c'est en même temps de parler, d'introduire cette idée-là. Mon élu, c'est peut-être plus Bion, au fond, que Lacan, mais de le faire entendre sans infliger au lecteur une forme d'aridité, de technicité, parce que le bionisme, ça peut prendre des proportions vertigineuses, d'autant que, bon, je pas dévoiler ça, de faire entendre qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Notamment la question de l'appareillage psychique, la question de l'appareil psychique, qui sont même des interprétations que je donne de Bion. Un autre point que je voudrais souligner, c'est que j'ai parfaitement conscience d'avoir fait quelque chose qui n'est peut-être pas transgressif, mais qui est effectivement le consentement à une forme d'impureté, dans la mesure et d'une impureté très, comme tu dis très bien, il y a le doctorat, il y a des tas de doublures. Il y a des tas de doublures contre lesquelles, sur lesquelles il ne faut pas fermer les yeux, il faut les nommer, il faut dire qu'il y a le doctorat, il faut dire qu'il y a ce médecin, et il faut arrêter d'essayer au fond, me semble-t-il, hein, c'est un peu ma position, surtout que je suis lu par des gens qui sont aussi, il y a des gens moins expérimentés dans l'analyse que moi, il n'y a pas que les gens qui sont plus expérimentés, si j'ose dire, d'arrêter de faire croire qu'on va retrouver soit des cure-types, soit des schémas orthodoxes à chaque fois. Et que le fait qu'il y ait ces doubles joue un rôle absolument cardinal dans les impasses, non seulement du patient, mais de mes propres conceptions du patient. Le propos étant effectivement de raconter comment un patient change la façon de concevoir d'un analyste. C'est quelqu'un que j'ai appréhendé à travers un certain nombre de filtres et j'essaie de raconter comment le caractère, l'obstination, le courage de ce bonhomme à ne pas s'en laisser compter de ce à travers quoi je le pensais, je l'écoutais, etc., modifie les choses. C'est pour ça que ça fait écho à, si tu veux, la construction est faite par rapport à l'Homora, où j'essaie de mettre en scène dans l'Homora comment Freud essaie désespérément de faire rentrer cet Homora dans des catégories et que l'autre ne s'en laisse pas compter. Et qu'en plus de ça, il lui demande un genre de guérison que Freud dit c'était impossible. Bon, donc c'est ça qui m'a paru faire écho, si tu veux, pour représenter quoi? Pas le cas par mort, pour laisser un témoignage de ce à quoi pouvait représenter quelque chose qui n'était peut-être pas de l'analyse, mais qui se prenait pour de l'analyse autour des années 1990-2000, en donnant des renseignements que d'habitude on ne trouve pas et qui sont des renseignements qui intéressent aussi les anthropologues, au sens où je voulais que le machin bizarre qu'on fait là, ne soit pas lettre morte, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il y en ait quelques traces. Est-ce que Mais je justement, n'inciterai personne? tu laisses pas la trace, ces traces dans les mains de Paramore. Tu les prends, toi. C'est pour ça que je ne suis certainement pas en train de dire qu'il faut faire, reproduire ou faire école de machins comme ça. Non, non, mais on ne parle pas des faux. C'est-à-dire, je crois que ce que j'ai fait là, tu n'aimes pas la notion de transgression, moi je vais la défendre très fortement. Il ne faut pas faire ça. Voilà. Il ne faut pas faire ça pour les raisons que je partage avec toi. Et que si je le fais, c'est parce que j'estime que le faisant une fois, et je ne le ferai pas deux. Non, mais c'est vrai, on parle pas là je ne le ferai pas deux, je ne le ferai pas deux fois. En faisant ça, il faut dire aussi pourquoi je le fais. Et je le fais parce que je pense que ça vaut le coup, dans la conjoncture actuelle, de laisser une trace,
que les gens comme Paramore, il existe autre chose pour les traiter que les thérapies Non, mais cognitivo-comportementales. ce que je dis, c'est que ce faisant, par rapport, en tant que c'est une intervention dans cette analyse, Ouais, ben oui. là, tu as les raisons que tu dis pour le faire, hein, d'accord, mais tu interviens dans l'analyse en faisant ça, il y aura une suite. Ah, ben C'est oui. pas fini avec Paramore. Eh ben oui. C'est pas fini. Il y aura une suite et je dirais, tu ne sais pas ce que tu fais en tant qu'intervenant dans l'analyse. Je vais Ça, te dire tu- une chose. tu ne peux pas le Je savoir ne sais parce pas que, ce que je fais, mais je sais que je ne sais pas ce que je fais. Et je suis ça prêt. avance pas beaucoup. Si, ça avance sur un point particulier qui est que je crois avoir une certaine représentation. En plus de ça, les circonstances actuelles s'y prêtent particulièrement pour moi, des conséquences que ça a. Mais je crois que c'est exactement la même chose Quand que il c'est. publie Aimé, Lacan, il n'a aucune idée de ce qu'il était en train de faire. Il n'en a aucune idée, sauf qu'il sait que ça va Et avoir quand des Freud publie conséquences. ses cas, pareil. Sur l'homme au loup, Ben voilà, c'est exactement ça. voilà, on ne sait pas ce qu'on fait dans ces cas-là. Est-ce qu'on pourrait imaginer à ce moment-là une psychanalyse telle qu'elle est ou telle qu'elle pourrait être sans la publication d'aucun cas et en ce cas-là, quel type Ben oui, c'est celle qui est en train de mourir aujourd'hui sous nos yeux. Littéralement. je pose un... C'est celle qui est en train de mourir aujourd'hui sous nos yeux, puisque l'idée même qu'il pourrait se passer quelque chose est l'objet d'un déni social absolument majeur, d'un ravalement complet, les gens, Il pourrait se passer quelque chose, ça veut dire quoi? c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir dans la psychanalyse quelque chose qui fasse une différence par rapport à n'importe quelle autre pratique psychothérapeutique. Voilà. Ça, c'est une idée qui est socialement en train de... C'est pour ça, quand je dis que c'est un fait moral total qui s'exprime. Ça. Les gens qui viennent demander une analyse, c'est pas leur problème, ils pensent pas ça. Qui pense ça? C'est pas le problème. Je pense que les gens qui pensent ça, ce sont ceux qui, par exemple, vont fermer dans les années à venir la quasi-totalité des institutions où il y a des psychanalystes qui travaillent. J'en sais rien, mais il y a une présomption. Elle n'a pas vocation à être au centre, à être promue. Voilà, elle n'a tout à pas fait. vocation à ça. Mais là, c'est presque une déclaration d'existence, tu vois. Ah ben ça, la psychanalyse pas n'a un pas prochain vocation à convaincu. ça. Simplement, voilà, j'ai trouvé que ça valait le coup de signaler qu'il existe une manière de la faire exister, pour lequel, qui de toute façon ne sera pas gratuite. Hein. Je suis bien sûr que, tu vois, ça expose à des réactions assez violentes, ce que j'ai fait là. Mais néanmoins, je pense que là, j'assume le risque qu'il faut le faire une fois, et que je préfère le faire sous cette forme-là, environné de cet appareil-là qui donne accès, que sur le mode sur lequel malheureusement un certain nombre de collègues se complaisent, de la vignette insignifiante ou du récit de cas qui donne une idée faussée des conditions extrêmement exigeantes qui justifient peut-être qu'on publie quelque chose comme le cas Paramore. C'est ça la difficulté. C'est gros, je suis désolé, il y a 2 volumes. Si vous voulez le lire d'un point de vue psychanalytique, vous ne pouvez pas vous contenter de lire juste le cas Paramore. Il faut aussi comprendre, et évidemment je suis tout à fait à poil devant cette situation, parce que je suis dans le truc. Hein. Moi, voilà, même quand je me lis après, je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai écrit? Bon, mais malheureusement, quand on est dans le truc et qu'on essaie d'avoir cette espèce de respect dont on est dans le truc, jusqu'à dire des choses qui ont l'air malignes quand on les fait sur le moment ou quand on les pense, mais qui ne le sont pas tant que ça après coup. Sinon, les gens n'ont pas idée de ce dont il s'agit, de combien ça coûte. Ça coûte quelques centaines de pages, quelques années de travail, mais c'est un peu ça le point. Or, je crois qu'un cas comme ça, si tu veux, ne vit pas en dehors de l'environnement intellectuel que j'essayais de lui donner, et aussi émotionnel, qu'on n'est pas obligé de partager. C'est là où je suis bionien, hein, c'est-à-dire c'est là où je pense qu'effectivement, en dehors d'une certaine considération du groupe, par exemple, de l'idée que c'est un groupe à 2, hein, une cure, que c'est pas pensable en dehors des groupes en général et des groupes dont ultimement ça, on n'a pas cette appréhension. C'est pas du tout l'autre au sens de Lacan, tu vois, c'est l'autre du groupe. Et justement de
c'est la lecture de Toynbee, Bion, c'est un historien de formation. Fondamentalement, c'est un historien. Radicalement, ces mecs, c'est des groupes, c'est un problème historique. Et l'analyse, c'est un groupe à deux. C'est un groupe particulier qu'il définit comme ça. Ah ben non, ben c'est sûr. Mais tu vois, c'est en essayant de faire sentir ça, concrètement, qu'on peut montrer que Bion n'est pas le personnage aride, bizarre et New Age qu'on le fait sentir. Bon. Écoute, il y a plein de gens qui veulent poser des questions. L'esquidos, je vais quand même te le dire, tu as parlé de l'inhumain. Oui. C'est la part de l'inhumain. Voilà. C'est pour ça. Je vais même le lire puisque Sébastien est ici, Sébastien Smirou. Je vais vous lire à la fin. Donc il n'y a pas de représentant si c'est l'inhumain. Il n'y a pas de représentant. On est obligé d'avoir recours à un poète. Paramore me parla plusieurs fois d'une petite boîte en fer qui me tenait de sa famille paternelle et qui contenait, semble-t-il, une esquille d'os. Il ne savait qu'en faire. Il ne savait pas non plus quoi en penser. Il ne pouvait même pas se figurer de quoi ce débris pouvait être le souvenir, entre guillemets. L'entendant y revenir encore et encore, mais ne jamais soulever l'idée qu'il aurait pu demander qu'on l'éclaire. Je voyais la machine mentale à faire passer le passé au passé, bloquée par une chose dont la fonction de support pour une symbolisation était entièrement négativée, réduite à un rien qu'on ne peut pas jeter, mais qui flottait, épave insubmersible, à la surface d'un interminable flux d'angoisse. Dans la boîte, il y avait donc non ce qu'on ne symbolise pas, mais ce qui nie activement toute symbolisation, la pointe avancée du mal sous la forme d'une chose immonde, fichée telle une épine au cœur du monde. L'esquille d'os était l'âme morte de tous ces objets morts, mais fixée à ce souvenir-là, Paramore arrêtait grâce à lui une pensée plus grave, le vœu de n'avoir jamais été conçu en souvenir d'un père assassiné, dont il portait le prénom gravé sur une stèle intérieure et ineffaçable. C'était l'effroi indicible de retrouver de l'autre côté de la vie le bruissement mortifère parlé par les morts d'une famille psychiquement morte et qui ne se transmettrait que des reliques jusqu'à la fin de son dernier enfant. C'était la pensée d'une mort au-delà de toute mort, une mort qui eût anéanti par avance jusqu'au désir qu'il fût jamais né. Mais, je cite les derniers vers de Mont-Laurent, de Sébastien Smirou, charge-t-on comme une petite synthèse de soi dans un os éternel? Parle-t-on la même langue morte, ou la même nous parle-t-elle à tous? Et en combien de calques concollés, de feuilles, d'animaux déposés et de pluie devient-on? Rien.